Donc avec moi-même, Renaud Dusurget, donc je suis responsable de l'ingénierie opérationnelle à Mercator Océan. Et donc avec mes collègues, du coup, donc, mes collègues de la plateforme Edito, donc Mathis, on va dire côté plateforme, et Sarah, Gaël côté user support, et aussi on a Gilles Garrick qui est avec nous aussi là, parce qu'effectivement le premier point de contact avait été via le projet Axiberg. Enfin bon, mais j'imagine que vous avez entendu parler de la plateforme aussi par ailleurs, et voilà, donc Gilles est là un petit peu pour la partie Grand Nord, glace de mer, iceberg, etc. Euh, du coup, sur la slide précédente, c'est juste pour montrer un petit peu le déroulé de la journée. Euh, Tu veux que je change, Gaël, ou je m'en occupe ou Ouais, c'est c'est bon? bon, t'inquiète, c'est bon. Voilà, du coup, donc vraiment là, enfin, le focus, c'est vraiment déjà de présenter ce que c'est Edito, qu'est-ce que c'est que cette chose, et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on s'en sert effectivement pour des cas d'application concrets pour nous. Donc, pour, on va dire, pour nos métiers d'océanographe hein, et d'opérationnel, de R&D, d'opération, enfin, dans différents contextes. Et donc, on va commencer par, on va dire, une présentation un peu générale de Edito et le Data Lab, qui est vraiment l'environnement virtuel, enfin, l'environnement de développement collaboratif dans lequel vous arrivez quand vous vous connectez sur Edito, sur lequel vous pouvez faire des choses. Et après, j'illustre, donc ça sera Gaël et Mathis. Et de mon côté, j'illustrerai quelques cas d'usage un petit peu, enfin, on va dire assez avancés, et de montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec du point de vue métier et quels sont les intérêts, qu'est-ce que ça apporte effectivement par rapport à une approche plus traditionnelle. Et si on avance bien, on pourra garder un petit peu de temps pour quelques questions en fin de séance. Donc voilà. Gaël, je te laisse la main du coup Ouais, pour la suite. nickel. Je vais juste, si jamais il y a encore des gens qui veulent rentrer dans la réunion, je vous laisserai les accepter vous, du coup, comme j'aurai plus l'écran. Ok. Ok. Hop, nickel. Alors, bon, du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gaëlle et comme a dit Renaud, je suis en charge de tout ce qui est user support et training sur le programme Edito. Et voilà, donc on va vous faire la petite session Edito rapidement pour que vous puissiez avoir une overview du Data Lab notamment et comme Renaud a dit, les use cases après. Euh, donc, hop. Bon, toutes les slides sont en anglais du coup. Donc, le programme Edito, il a été lancé en 2022 par la Commission européenne, donc avec le European Digital Twin Ocean, donc qui est une réplique virtuelle de l'océan qui a pour but de mettre à disposition de tout type de public des données qui viennent de différentes sources, donc que ce soit des satellites, des bateaux, des modèles ou des données personnelles. Donc les données officielles qu'on trouve sur Edito actuellement, c'est des données Copernicus Marine et Monet pour l'in situ. Et donc ces sources de données différentes, elles nourrissent du coup ce jumeau numérique de l'océan pour fournir des informations en continu et à jour sur l'état de l'océan. Donc ça va de tout ce qui est biologie sur les espèces marines à des process biogéochimiques, des activités économiques et autres. Et du coup, comme on a des données Copernicus Marine et Monet, vous allez pouvoir trouver des données historiques, des données en temps réel et aussi des forecasts pour pouvoir faire des différents scénarios et différentes applications et des différentes applications sur la plateforme. Donc la différence entre ce qui est le European Digital Twin et Edito, c'est qu'en fait Edito c'est juste l'infrastructure du projet, en gros. Donc c'est sur cette plateforme que vous allez trouver tous les outils mis à disposition pour créer ces digital twins. Donc que ce soit pour faire de la science, de la politique ou de la recherche et des actions un peu d'innovation. Donc voilà, il y a vraiment de tout sur la plateforme. Et comme on disait avant, donc le but c'est que les outils et les données soient accessibles à tout le monde, que ce soit donc pour des politiques, des scientifiques, des entreprises privées ou des citoyens lambda. Donc ça c'était hop.
Voilà. Et donc pour ce qui est d'édito, donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sur la plateforme actuellement. Vous avez trois axes principaux qui sont autour desquels s'articule la plateforme. Donc tout ce qui est explorer les données qui sont disponibles. Il y a aussi la création d'applications, donc vous pouvez créer vous-même vos propres applications, vos propres services ou autres sur la plateforme, et vous pouvez choisir ou non de rendre tout ça public aux autres utilisateurs, donc de contribuer au catalogue de services qui est proposé par Edito. Hop. Donc les slides suivantes, les slides ont été faites pour que vous puissiez avoir une trace avec les liens utiles, mais Mathis vous fera une démonstration en live après sur la plateforme plus tard, donc ce sera un peu plus interactif. Mais donc la plateforme principale, c'est ce qu'on appelle le Data Lab. Donc là, ces deux pages-là, c'est les pages d'entrée que vous trouverez sur la plateforme, donc avec la page d'accueil où vous verrez en vitrine les applications, les principales applications qui sont disponibles sur Edito. Donc des applications sur ce qui est plastique, biologie marine, sur un peu tout. Et vous avez aussi une page avec des trainings et des tutos pour découvrir différents types de produits ou des outils qui ont pu être développés dans le cadre des années précédentes sur le projet Edito. Alors du coup, concernant ce qui est le Data Lab, donc c'est l'interface où vous allez avoir votre compte, vos services, les catalogues et tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser Edito. Donc déjà, une première séparation qu'il faut faire. Donc ce qui est proposé sur la plateforme, c'est séparé en services et process notamment. Donc les services, c'est des applications qui sont accessibles via une URL que vous pouvez lancer pour une durée limitée ou non. Donc ça va être par exemple des Jupyter Notebook. Et il y a aussi ce qu'on appelle des process. Donc là, ça va être quelque chose de temporaire qui prend une donnée d'entrée et qui fournit une donnée de sortie. Donc par exemple, ce qui va être modèle. Et vous pouvez du coup utiliser des services ou des process qui existent déjà ou créer le vôtre et l'ajouter à la plateforme. Vous avez aussi deux viewers qui sont disponibles sur le Data Lab. Donc, il y a un premier viewer qui est celui de gauche, donc le Edito MyOcean Viewer, qui est surtout là pour faire de la visualisation, télécharger un peu les données. Donc, vous avez le catalogue Copernicus Marine en entier, quelques données ModNet et quelques données d'autres providers comme Copernicus Land, par exemple. Donc, c'est assez sympa pour pouvoir faire de la visualisation en direct si on n'a pas forcément envie de télécharger de la donnée ou de faire les cartes soi-même. Et vous avez aussi un autre viewer, donc celui de droite, qui est là pour l'intégration de données. Donc il y a aussi tout le catalogue Emonet et Copernicus Marine, plus des données publiques qui ont été rendues publiques par des utilisateurs édito. Et donc pareil, vous pouvez faire de la visualisation et récupérer de la donnée et les intégrer sur ce viewer-là. Après, on a aussi du coup le support édito. Donc, vous avez tout ce qui est documentation qui est disponible sur la plateforme avec des articles pour vous permettre de naviguer en autonomie le plus possible. Et vous pouvez aussi, depuis récemment, discuter directement avec le support via un widget qui est disponible sur toutes les pages, donc qui suit un peu le même principe qu'on a sur Copernicus Marine notamment, où il y a un agent IA qui va vous aider à naviguer dans tout ce qui est documentation et pouvoir vous aider à résoudre vos problèmes ou si vous avez des questions. Et sinon, après, vos questions sont escaladées au niveau supérieur. Donc, pour l'instant, c'est moi et la team DigitalOcean aussi. Donc, voilà, si jamais vous avez des problèmes, il y a du support qui est disponible tous les jours. Et vous pouvez aussi nous contacter par email si besoin. Alors, pour commencer sur Edito, donc forcément il faut se créer un compte. Donc maintenant vous pouvez soit vous créer un compte avec vos propres credentials. Si vous avez un compte Copernicus Marine, vous pouvez aussi utiliser le SSO Copernicus Marine pour pouvoir vous connecter à Edito. Donc voilà, si jamais vous pouvez relier les deux comptes. Et ensuite, ce qu'il faut faire par contre, c'est demander des ressources de calcul. Donc c'est une action différente de l'inscription qu'il faut pas oublier de faire, sinon vous allez être un peu bloqué sur la plateforme. Donc il y a un formulaire à remplir avec des ressources par défaut qui sont proposées, et si vous avez besoin de plus de choses,
vous pouvez demander plus en expliquant bien pourquoi vous auriez besoin de plus que ce qui est proposé par défaut. Et ensuite, une fois que c'est fait, qu'on a validé votre demande et qu'on vous a alloué les ressources, vous avez plus qu'à mettre en place votre espace et à pouvoir commencer à lancer des choses sur la plateforme. Donc voilà, ça c'est pour commencer sur Edito. Et vous avez possibilité de travailler donc soit sur votre espace personnel, où vous pouvez donc rentrer vos credentials Copernicus Marine, votre configuration Git, si vous avez des stockages externes à Edito, mettre des, des variables d'environnement et des choses comme ça dans le Vault. Vous pouvez aussi vous faire une connexion via HPC, donc Mathis en parlera un peu plus en détail après. Donc il y a tout pour mettre en place dans la partie, la section de votre compte personnel. Et vous pouvez aussi travailler au sein d'un projet. Donc les projets, donc vous pouvez être un nombre défini de personnes au sein d'un même projet où vous allez pouvoir partager les ressources au sein d'un même projet. Donc les projets ont par défaut plus de ressources qu'un compte personnel individuel. Donc voilà, si vous travaillez sur un même sujet, c'est aussi une bonne solution pour avoir un peu plus de ressources allouées. Et vous avez donc les ressources délimitées. Après, il faut juste vous arranger entre vous pour que vous n'ayez pas quelqu'un qui utilise toutes les ressources, mais ça vous permet si vous travaillez sur les mêmes sujets, ça vous permet de mettre en collaboration un peu tout, sachant que si vous lancez des services, par exemple un Jupyter Notebook au sein d'un projet, si vous ne le rendez pas public, il n'y a que vous qui verrez ce Jupyter Notebook que vous aurez lancé. Donc voilà, il y a des petites subtilités, mais vous pouvez aussi accéder au catalogue de données que vous avez en commun au sein de votre projet. Donc c'est aussi pas mal pour la collaboration. Et du coup, pour ce qui est de lancer des services, par exemple, donc une fois que vous avez vos données, vous avez juste à aller dans le catalogue. Et là, bon, du coup, on prend l'exemple d'un Jupyter classique que vous avez juste à lancer. Donc vous pouvez aussi un peu personnaliser la configuration. Par exemple, si c'est quelque chose que vous allez vouloir réutiliser dans le temps, vous pouvez régler tous les petits paramètres que vous voyez là avec les configurations de Git, de HPC et autres, et sauvegarder cette configuration de sorte que si un jour vous perdez votre service et que vous l'avez sauvegardé correctement, vous aurez juste à relancer cette configuration-là pour tout retrouver. Et voilà, après vous pouvez suivre le service une fois qu'il est lancé, voir les logs, s'il y a des erreurs, enfin, tout ce qu'il faut pour suivre correctement. Et là, voilà, par exemple, sur une interface Jupyter d'un service. Ensuite, pour ce qui est de la création et contribution sur Edito, donc par exemple dans le cadre d'un process, donc j'ai repris une slide d'un collègue de Deltares qui avait été présenté à un événement il y a quelques mois. Donc en fait, vous passez par un repo Git avec vos fichiers d'input, vos scripts à exécuter, votre notebook et tout ce qu'il vous faut pour que votre process tourne correctement. Et ensuite, vous avez toute une interaction avec Edito. Vous pouvez ensuite pousser sur le catalogue et rendre ça public ou non. Et donc voilà, Mathis vous montrera aussi un peu plus en un peu plus de détails comment ça fonctionne, mais voilà, vous pouvez aussi vous pouvez interagir comme ça entre Git et Edito pour pousser des choses sur la plateforme. Et pour ensuite contribuer officiellement au catalogue, et donc si vous décidez de rendre public quelque chose que vous avez développé, il y a des outils qui sont préconfigurés, donc les Edito's Contributions Tools, donc qui sont documentés, qui vous permettent de pousser tout seul ce que vous avez développé sur la plateforme. Donc vous avez juste des petits formulaires à remplir pour mettre les liens et les infos nécessaires. Ou sinon, vous pouvez faire vous-même avec vos propres chartes Helm. Vous avez juste à faire des merge requests sur les repos GitLab associés. Et là, du coup, c'est revu par l'équipe de développement dont Mathis fait partie. Et voilà, donc il y a pas mal de choses à faire et je vais laisser du coup Mathis montrer un peu plus en détail ce qu'il y a après. Merci Gaël. Ouais, alors je vais juste partager mon écran. Euh,
Vous devriez voir mon écran normalement. Ouais. Donc, en effet, Ouais, comme l'a c'est bon. dit, merci. Gaël, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le Data Lab, qui est un peu le composant principal d'Edito, et notamment les intégrations qu'on offre, hein, ce qui fait la force en fait de ce jumeau numérique. C'est pas seulement des ressources de calcul, mais c'est l'intégration qu'on peut avoir entre ce jumeau numérique et les différents d'autres infrastructures, d'autres composants. Renaud m'a dit que par exemple les HPC c'était des choses importantes. Donc ce qu'on a fait, c'est que quand on crée un compte, on a une clé SSH publique et privée qui sont automatiquement générées et intégrées ensuite dans les services qu'on va lancer. Et si vous voulez par exemple enregistrer cette clé SSH publique à un HPC, ça vous permettra ensuite de vous y connecter directement depuis Edito. De la même manière, si vous voulez accéder à des données Copernicus, vous pouvez renseigner vos credentials Copernicus dans vos profils la première fois. Et ensuite, dans tous les services qui proposent l'accès à de la donnée Copernicus, vous n'aurez plus besoin de les renseigner, ce sera automatiquement géré. Euh, de la même manière, vous pouvez configurer des credentials Git avec un repository, un dépôt pour automatiquement le pouler, par exemple, si vous voulez faire des choses. Et ça, on peut le voir plus en détail si vous lancez un service. Donc, vous pouvez parcourir les catalogues de services. Par exemple, on a le Jupyter Python Ocean Science, qui est un service que nous on propose, qui est préconfiguré en fait avec des outils océanographiques préinstallés. Donc, ça offre voilà, une sorte d'environnement un petit peu clé en main pour faire de l'océanographie. Et donc, il y a tout un tas de paramètres sur lesquels on peut venir jouer en entrée. Alors, déjà, vous pouvez le lancer comme ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ensuite changer les ressources allouées. Donc, chaque service, comme l'a dit Gaël, on alloue des ressources. Chaque utilisateur a un quota de ressources qu'il ne doit pas dépasser ou qu'il ne veut pas dépasser. Et donc ça permet de jouer avec pour les services plus ou moins voilà, gourmands en ressources. Vous pouvez configurer des scripts d'initialisation qui viendront se lancer au lancement de vos services si vous avez besoin d'automatiser certaines choses, des installations, des configurations un petit peu plus poussées et plus custom au lancement. Vous pouvez voilà, configurer votre repository Git, donc GitLab, GitHub, Bitbucket, peu importe, pour venir le cloner automatiquement et donc vous retrouver de votre environnement de développement directement. On a un Vault qui permet la gestion des secrets. Donc, si vous avez des données sensibles à stocker, vous pouvez les stocker dans ce Vault et ensuite, pareil, y accéder de manière totalement intégrée au sein de votre service. La configuration S3 pour accéder au stockage, donc du stockage S3. Les credentials Copernicus Marine qui seront automatiquement ingérés. Euh, Sécurité, c'est juste, il y a un token qui est demandé au lancement d'un Jupyter Notebook, ça permet de le changer, mais pareil, c'est quelque chose qui est pré-généré. Et les credentials HPC, et ensuite des options pour le stockage. Et donc, vous pouvez lancer ce service. Il va se lancer. Donc là, il y a la liste de quelques-uns des outils qui sont préinstallés. On se base sur une image classique de Jupyter SciPy Notebook, donc une image voilà, assez classique pour faire de la science dans un environnement voilà, commun. Ça prend un petit peu de temps à se lancer, mais c'est finalement assez rapide. L'image est pas très lourde et voilà, c'est déjà fait. On peut copier le password, l'ouvrir. Hop. Et donc là, on se retrouve dans un environnement du coup Jupyter avec des outils déjà installés. Donc, on a la Copernicus Marine Toolbox par exemple pour les fetcher de la donnée Copernicus Marine. Euh, on a notre point SSH qui est voilà, préconfiguré avec la clé, la clé publique et privée qui sont déjà dedans. Donc tout ce genre d'intégration, on a un outil qui s'appelle MinioClient MC
qui permet de parcourir son storage. Hop. Donc là, je peux voir ce qu'il y a dans mon storage. Donc tout ça en ligne de commande avec des outils préconfigurés. Euh, pour le stockage, on peut le retrouver donc de manière programmatique voilà, en ligne de commande, mais on l'a aussi ici là dans le File Explorer. Donc vous allez voir les différents espaces que vous avez, le personnel et ensuite si vous faites partie de projet, les espaces de projet. Et dedans, voilà, toutes les données que vous pouvez avoir stockées. Donc là, c'est vraiment les mêmes que j'ai ici. Donc voilà pour ce qui est de le lancement de services et l'utilisation de la plateforme et la valeur aussi que vous pouvez voir ce serait d'ajouter vos propres applications ou calculs que ce soit sous la forme de services ou de process comme l'a dit Gaël. Donc pour ça on a des outils qu'on a développés qui permettent en fait d'arriver avec votre code, votre repo et de pouvoir très facilement en fait les intégrer à Edito sans avoir à modifier votre code ou le travail qui est déjà fait. Donc on peut prendre l'exemple d'un process. Donc, on a cet outil Azure Process. Euh, on va pouvoir dire si ce process, par exemple, c'est un calcul, comme l'a dit Gaël, donc c'est des calculs qui sont finis dans le temps, qui produisent de la donnée, qui peuvent prendre des inputs en entrée. Donc on peut dire si on veut que ce calcul tourne sur GPU ou simplement sur CPU. On peut pointer vers une image de container ou directement vers un Dockerfile si l'image de container n'est pas build. Si elle est build, on peut pointer vers un tag. Si c'est un code Python, on peut pointer voilà, vers le fichier d'environnement. La configuration du repo pour aller venir pouler le repo automatiquement. Et ensuite des métadonnées sur le process qu'on veut créer, donc son nom, sa version, une description, etc. On peut choisir d'avoir les credentials Copernicus qui sont automatiquement intégrés. Donc, si votre process fait appel à de la donnée Copernicus, voilà, vous avez juste à cocher ça et ensuite toute l'intégration avec les credentials sera déjà faite. Et ensuite, la configuration d'input pour votre process. Donc, vous choisissez ça sera configuré par variable environnement. Donc, vous choisissez le nom de la variable, une description, une valeur par défaut éventuellement. Et donc quand vous allez lancer ça, ça va venir builder l'image, la wrapper sous forme d'un process édito et la publier automatiquement dans le catalogue. Et ensuite, chacune d'autres utilisateurs pourra ensuite venir lancer ce process en leur nom avec leurs ressources et donc produire de la donnée que vous avez mis à disposition sous forme d'un calcul. Euh, on peut regarder un exemple de résultat dans le catalogue. Par exemple, on a euh, Marine Plastic Exposer, qui est un process qui calcule voilà, le plastique en mer. Et donc, on a tout un tas de configurations. Et puis, on peut voir qu'on a voilà, le plus important, les inputs qui nous permettent de choisir l'année à laquelle faire tourner les calculs, le mois, le type de plastique, une zone définie par une longitude, une latitude minimum et maximum, etc., etc. Et donc, il suffit de le lancer et à la fin, tous les résultats apparaissent voilà, dans mon espace personnel. Donc, par exemple, la Marine Plastic Exposer, j'ai des plots. euh, hop, je vais avoir des cartes en sortie, euh, ainsi que des datasets voilà, sur lesquels je peux retravailler ensuite. Donc, le point important à garder justement pour l'intégration là, et contribuer au Data Lab, c'est vraiment cet aspect de conteneurisation. On travaille dans un espace cloud, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un code le plus reproductible possible, euh, en déclarant bien dans un fichier d'environnement voilà, toutes vos dépendances, ne pas oublier de déclarer éventuellement des fichiers en entrée qui seraient nécessaires. Euh, et ça permettra ensuite voilà, de nous faire tourner nos outils, wrapper ça et ensuite le publier dans le catalogue pour que ce soit accessible à tout le monde.
Voilà pour moi. Renaud, je te laisse la main. Ok, super. Bah, merci Mathis. Ouais. Je vais prendre la main sur la présentation et puis du coup, je vais vous présenter. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Yes. Ouais. Du coup, voilà. Bon, là, merci Mathis également pour ce tour de la plateforme. Bon, voilà. Du coup, là, vous avez vu qu'il y a effectivement pas mal de choses qui sont disponibles, mis à disposition sur la plateforme, que ce soit en termes d'environnement, de ressources, de partage. Et là, maintenant, je vais essayer d'illustrer un petit peu plus, rentrer un peu plus dans le détail sur des cas d'usage un petit, on va dire, métier, qu'on a pu développer à Mercator et ou dans d'autres, avec d'autres partenaires, et pour essayer d'illustrer un petit peu l'intérêt de la plateforme. Donc, je vais commencer effectivement par, on va dire, le point de départ hein, de ce qui a motivé notre session d'aujourd'hui. C'était effectivement avec Xavier là, lors du projet, enfin la General Assembly du projet Axiberg. Donc le projet Axiberg, c'est un projet Horizon Europe, donc l'idée par le NERSC, donc les Norvégiens à Bergen, qui vise notamment à améliorer les prévisions de glace de mer et d'iceberg donc, en zone polaire, notamment enfin, sur l'Arctique spécifiquement, et notamment améliorer leur qualité, et aussi développer des nouveaux services de prévision, la nouvelle génération de services de prévision des rives d'iceberg, en support aux activités maritimes dans l'Arctique, et aussi d'essayer d'exploiter au mieux toutes les données, les services et les produits qui vont être mis à disposition par tout l'écosystème Copernicus, hein, que ce soit Copernicus Marine ou Climate Change, ou aussi les plateformes comme Wikio, donc sur lesquelles s'appuie Edito, euh, pour essayer d'exploiter au mieux toute cette capacité qui a été mise en place par l'Europe. Donc là-dessus, on avait essentiellement deux objectifs. Hein. Donc il y a plusieurs objectifs dans le projet. Et on va dire que sur les trois objectifs métiers, il y en a deux sur lesquels on s'est inscrit. C'est notamment pour prototyper des nouveaux services de prévision d'iceberg. Et un deuxième aspect qui va être, on va dire, travailler sur pour mettre en ligne effectivement des outils de calibration de systèmes de prévision ensembliste de glace de mer euh, pour aller effectivement des échelles du forecast à quelques jours jusqu'aux échelles saisonnières pour voir effectivement comment elle peut évoluer la glace de mer dans le temps et dans l'espace. Donc, on a utilisé effectivement la plateforme, donc d'une part aussi, voilà, pour exploiter la donnée, donc déjà toute la donnée qu'on livre dans Copernicus Marine, mais aussi en plus de ça pour commencer à livrer nos systèmes, on va dire préopérationnels, notre système ensembliste là au quart de degré et opérer de façon routinière, mais n'est pas encore dans Copernicus Marine. Ça sera le cas dans 1 ou 2 ans, mais c'est pas encore le cas. Mais dans l'immédiat, les données sont déjà livrées là et accessibles là publiquement. Et en plus de ça, on va donc déployer, on a déployé, donc effectivement déployé deux services donc, pour répondre aux deux objectifs, là, iceberg et glace de mer. Donc c'est OpenRift et ASCAP, donc développés par le NERSC et par ECMWF, qu'on a déployé sur la plateforme Edito. Et donc ils sont dispo dans le catalogue de services Edito, comme vous pourrez le voir si vous naviguez dessus. Donc là, c'est quelques exemples. Alors déjà, bon, juste un petit exemple de simulation. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un jumeau numérique, c'est-à-dire, effectivement, on a fait tourner des simulations on a donc effectivement une trajectoire d'un iceberg existant avec un GPS dessus et on a fait tourner différentes configurations de simulation avec différents systèmes de prévision, différentes configurations avec vagues, sans vent, etc. Enfin, différents paramètres pour pouvoir simuler les dérives de l'iceberg en fonction des paramètres de l'environnement marin. Donc ça, c'est ce qu'il y a au-dessus. Et en dessous, c'est effectivement le service IceCap. Donc, je vais passer très rapidement. C'est vraiment pour voir effectivement, typiquement, comment va évoluer la glace de mer, les zones de break-up de glace, la distance, la distance d'un point par rapport, comment évolue la distance dans le temps en un point par rapport à la limite de la glace de mer. Donc effectivement, si ça se rapproche et à combien de temps, etc.
Et donc voilà, je vous renvoie du coup vers la documentation qui est là. Donc on a déjà une première partie qui est vraiment purement documentaire. On va dire, c'est le point de départ de tout service. On représente le projet et là-dedans, vous allez avoir effectivement donc les deux services qu'on a déployés, Escape Openberg et le système de prévision en service de Mercator, des informations dessus. Et pour Openberg, petite présentation, le lien pour accéder au service depuis le Data Lab Edito. Et ce que je vais vous présenter, c'est effectivement donc, une démonstration. Donc, il y a des liens vers quelques tutoriels donc, qui s'appuient sur l'outil OpenDrift, qui est un outil qui est très bien packagé, qui est très facile à faire tourner et du coup qui se prête vraiment très bien à une intégration dans Edito. Et donc, on a fait une série de démonstrations, notamment celle dont je vais vous montrer là, juste là, effectivement, le tracking simulation de l'iceberg Juliette. Voilà, donc OpenDrift, le repo est là, je vais passer rapidement dessus, mais on va repartir de. Donc, je vais repartir depuis le début. Donc, quand vous allez sur le Data Lab, en gros, vous cherchez OpenDrift et vous allez tomber effectivement sur ce service Jupyter qui est dérivé du service Jupyter Ocean Science, Python Ocean Science, là, qu'a présenté Mathis, mais dans lequel on a ajouté OpenDrift et toutes les librairies qui vont être nécessaires à le faire tourner et aussi à exploiter ses sorties. Donc tout ça est déjà pré-packagé. Donc quand vous lancez cet environnement-là, vous avez un environnement qui est vierge, mais préconfiguré avec spécifiquement ça, et dans lequel vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre d'exemples. Si vous allez dans Démo, vous allez retrouver effectivement quelques tutoriels OpenDrift et aussi des démos. Donc celle que je vous présente aujourd'hui, là, qui a été présentée pour le Digital Ocean Forum là, en novembre dernier. Et donc, concrètement, là, c'est un notebook assez classique, donc ce qu'on peut faire, on va dire, dans des utilisations quotidiennes, donc pour traquer le devenir de cet iceberg Juliette. Voilà. Donc, on définit une date, c'est relativement simple. On récupère les données de localisation de l'iceberg qu'on subset, on va dire, sur notre période d'intérêt. Et là, du coup, j'affiche un des viewers édito. Donc, hop, est-ce que je l'ai? Alors, attendez, tac, 2 secondes. Est-ce que je le retrouve? Pouf. Je vais juste me remettre dans la bonne fenêtre. Pouf. Donc, si je remets, hop, ouais, je vais peut-être le faire comme ça. Attends, 2 secondes, excusez-moi. Je me mets un peu en plus grand. Pouf. Tac, tac. Donc, je prends effectivement, donc, j'ai un fichier de trajectoire, un fichier GeoJSON là, que je peux drag and drop dans le, dans le viewer. Et donc, effectivement, là, je le vois, sa trajectoire, donc on va dire dans le nord-ouest du Groenland, avec trajectoire le long de la côte, superposée aux données de présence d'iceberg issus de Copernicus Marine. Donc déjà, on voit ça, et donc voilà, donc j'ai des positions, un espace dans le temps, et maintenant je peux lancer un certain nombre de dérives. Donc j'initialise Openberg, donc avec un certain nombre de paramètres, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on va dire des paramètres pour ces simulations. J'ajoute des forçages. Donc là, typiquement, les deux premières lignes sont. Donc la première ligne, c'est vraiment les sorties du système ArcMFC, du NERSC, donc dans Copernicus Marine, sortie haute résolution à 6 km. Et le système WAM, donc de prévision de hauteur de vague associée, avec leurs identifiants tels qu'ils sont renseignés dans le catalogue Copernicus, et des données de forçage de vent atmosphérique, donc issues du NCEP. Et donc, voilà. Donc là, c'est assez intéressant parce que typiquement, notamment avec les données Copernicus, on peut très facilement switcher d'un modèle, par exemple, du modèle arctique à un modèle à une autre région, en mettant en Baltique ou au modèle global. Et pareil, pour avoir une version du modèle de physique, une version du modèle de vague. Enfin, on peut faire vraiment pas mal de combinaisons possibles juste avec ça. Et après, une fois que j'ai mes forçages, je peux commencer un petit peu, on va dire, l'ensemencement en particules. Donc,
C'est-à-dire qu'on a un iceberg avec dont on sait grosso modo quelle est la taille, mais avec toute une incertitude. Donc taille au-dessus de la mer et profondeur sous l'eau, largeur, longueur de la plateforme. Et donc voilà, c'est ce que je fais ici, effectivement, en ensemençant une centaine de particules et hop, que je lance comme ça, paf. Donc évidemment, je recommence parce que j'ai oublié une ligne. Tac, paf. On fait bien proprement. Voilà, tac. Ah oui, j'ai même lâché. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut lancer la simulation. Donc, il y a toute une étape d'initialisation. Et en fait, vous pouvez voir que bah, voilà, ça y est, là, ça commence à tourner. Et en fait, ça tourne relativement vite. Là, on est sur 48 pas de temps. Donc, j'ai déjà fait tourner. Je vous épargne tout le run. Mais en gros, vous pouvez voir après plotter les sorties, effectivement, l'animation. Donc, on voit effectivement les trajectoires potentielles de l'iceberg par rapport à une localisation réelle de l'iceberg. Effectivement, comment cet iceberg va potentiellement dériver dans le temps. Et donc voilà, là on a ce beau plot, mais on a aussi un certain nombre de données qu'on voudrait pouvoir exporter. Donc là, c'est des trajectoires. Donc on utilise le format GeoJSON qui se prête bien à ce type de données. Et donc, par exemple, si je reviens à ma fenêtre de départ, là, mon viewer, donc j'ai simulé donc mes trajectoires là que j'avais récupérées, donc je peux les remettre effectivement là-dedans et on va voir que on voit la superposition sur la zone de ces trajectoires-là par rapport à la trajectoire réelle de l'iceberg. Donc voilà. Et donc ce qui est intéressant effectivement avec ça, c'est que avec Edito, c'est que quand vous lancez ce service, vous pouvez aussi partager une URL avec vos collègues qui vont effectivement pouvoir avoir accès à strictement la même session, la même configuration que vous avez eue. Donc, si vous voulez rajouter effectivement des notebooks à côté ou d'autres informations, d'autres données, vous pouvez leur transmettre strictement le même environnement avec les mêmes accès pour pouvoir être dans une démarche de reproductibilité, effectivement, et pas avoir à tout réinstaller chacun de son côté avec les incertitudes que ça comporte, et notamment switcher, on va dire, voilà, de pouvoir lancer des calculs, on va dire, sur HPC, donc on va dire une plateforme en remote, ou simplement restant sur les nœuds cloud. Donc, c'est en ça que c'est vraiment intéressant et utile de travailler sur cette plateforme. Donc, pour un petit peu d'ouverture, là, du coup, là, actuellement, on travaille actuellement à justement mettre en place des process, donc des fonctions de calcul, donc avoir l'outil de simulation, l'outil de dérive Openberg, donc on va dire un script Python qui encapsule tout ça, mais qui peut être dispatché sur des plateformes HPC, notamment en vue de faire des simulations sur des centaines de milliers d'icebergs virtuels avec justement forcé par un modèle ensembliste, des incertitudes sur chacun des icebergs, et notamment pour pouvoir élaborer à terme des cartes de risque pour la navigation, voilà, que ce soit donc, sur la zone arctique ou antarctique. Donc, c'est un petit peu donc là, on est là-dessus, et donc on l'a fait effectivement grâce au process de contribution là qu'a présenté Mathis juste avant, justement pour pouvoir dispatcher automatiquement un script Python dans un centre HPC. Et à côté de ça, on souhaite développer, donc on travaille vers effectivement développer des interfaces web pour pouvoir faire ce que je viens de vous montrer dans un notebook Jupyter, mais vraiment dans une interface web bien fignolée, bien finalisée, où on va sélectionner ces icebergs, ou rentrer des positions, et puis quelques paramètres de dérive, et pouvoir lancer les simulations et pouvoir visualiser les résultats des simulations. Et aussi une autre perspective, on va dire que tout le fait d'avoir effectivement des outils qui vont être déployés, accessibles en ligne, et accessibles notamment de manière programmatique avec des API, parce qu'on vous a montré effectivement les interfaces web pour les process, par exemple, sont aussi accessibles de façon programmatique et permettent de lancer une requête sur une URL et on va dire automatiser tout ce travail de requêtage. Et ça ouvre la voie effectivement à l'utilisation d'agents IA pour justement aider
enfin, aider à l'optimisation des routes dans dans des zones arctiques et antarctiques, enfin, avec de la glace, notamment pour essayer d'optimiser la route en fonction de la présence, enfin, du risque de potentiel d'iceberg sur une zone. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, qui sont rendues possibles par la plateforme. Euh, voilà, je vais switcher sur un autre sujet, mais on va dire là, on revient dans le domaine de la modélisation enfin, de façon au sens large. Donc le projet Edito Model Lab, sur lequel donc, il s'est terminé en 2025 et qui était vraiment là au départ au démarrage de la plateforme en 2022 et qui a notamment aidé à définir la plateforme. Donc, entre autres, outre les différentes démos qui ont été faites, un des sujets a été effectivement d'intégrer un certain nombre de modèles de simulation sur cette plateforme cloud. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle cette Core Model Suite, donc une suite d'outils de modélisation. Donc, que ce soit des outils de modélisation, on va dire, basés sur de la physique, hein, comme on l'entend traditionnellement, comme on les connaît traditionnellement, donc avec du Nemo, d'autres configurations régionales, des configurations globales, des configurations régionales, SciFM, HBMOS, KISM, Dev3, DFM, entre autres. Mais aussi d'avoir accès, enfin de pouvoir aussi commencer à développer des émulateurs basés sur de l'IA, donc du machine learning, pas du deep learning, et notamment pour calibrer des modèles, pour faire de la simulation de données, mais aussi pour émuler des modèles. Donc voilà, ils sont effectivement à un niveau de technique, enfin un niveau de maturité, ils sont assez divergents, mais on a l'exemple d'un 4D Varnet qui permettent de reconstruire des cartes de turbidité à partir de données satellites, on va dire, trouvées. Et donc, vous avez un petit notebook qui vous montre comment le faire assez facilement et ça marche assez bien, quoi. Mais bon, voilà, il faut savoir de quoi, être un peu du métier pour savoir de quoi on parle. On ne fait pas dans les mains de n'importe quel qui, mais quelqu'un qui sait ce qu'est de la turbidité, qu'est-ce qu'est l'océan, qu'est-ce que sont les observations, et en capacité de faire tourner ça et de répondre à une problématique donnée. Et on a aussi notre modèle GLONET, du coup, réseau de neurones, enfin, système de prévision de Mercator Océan basé sur un réseau de neurones, notamment entraîné sur la réanalyse GLORIS 12. Donc là, je vais faire juste un petit focus sur la plateforme Surf Nemo, donc qui est une plateforme de modélisation océanique relocalisable, donc relocalisable dans potentiellement n'importe quelle région de l'océan global. Donc c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on a aussi montré dans le cadre d'un training pour un hackathon qu'on a organisé à la fin du projet. Donc si vous cliquez sur les liens, vous allez tomber sur les pages vous pouvez retomber sur les pages du hackathon, voilà, où vous avez un certain nombre de ressources aussi. Je les remets ici, mais voilà, vous pouvez regarder là-dedans, et notamment ce module 6, là, qui contient une démonstration de Surf Nemo. Et voilà, donc, en gros, donc, si on revient sur la présentation, quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir lancer le service. Et vous allez tomber donc sur le Data Lab, donc comme l'a présenté Mathis tout à l'heure, dans lequel vous pouvez rentrer effectivement donc un certain nombre de paramètres, et notamment de façon importante. Donc on est sur la modélisation océanique, donc il faut récupérer des données de forçage et de conditions aux frontières. Donc typiquement pouvoir ici accéder au Climate Data Store, dans lequel on va récupérer les données de RA5, depuis lequel on va récupérer les données de RA5, mais aussi les données de Copernicus Marine, notamment de la réanalyse GLORIS, là, dans cet exemple-là. Donc avec vos credentials qui sont injectés directement ici. Et voilà. Et donc effectivement, ce bouton-là vous permet de partager l'URL de votre configuration du service avec tous ces paramètres-là avec vos collègues pour qu'ils puissent le relancer. Donc c'est ce que je viens de faire pour la présentation. Et donc en gros, si je le lance, je vais tomber sur ce service. Donc j'accélère un peu pour gagner du temps. Mais en gros, vous tombez sur cette interface web qui vous permet, donc vous savez, un truc relativement simple. Mettons là, je vais l'appeler test Gulf of Taranto. Je veux publier les résultats. Donc, on peut lancer les simulations, donc soit directement sur la plateforme cloud,
Donc là, on va le faire comme ça, mais potentiellement, si on a des accès à des centres de calcul, donc là, il a été configuré pour accéder au HPC Marine 12.5 là, du BSC dans le cadre du consortium Euro HPC, donc on va dire une très grosse machine. C'est quelque chose qui est aussi possible. Et du coup, l'application peut dispatcher, donc soit sur les nœuds cloud, sur les nœuds HPC, vraiment en arrière-plan et de façon assez transparente. Et donc là, voilà, on a des choses assez classiques, donc résolution de grille. Vous pouvez naviguer pour aller sélectionner une zone. Donc, je reprends l'exemple du golfe de Taranto. Donc, vous sélectionnez une zone, paf. On peut changer le nombre de niveaux verticaux, la date de départ, le nombre de jours de simulation, le time stepping. Le forçage en entrée, donc là ici ça sera Gloris 12, la RNS Gloris 12, donc tel que donc son identifiant de Copernicus Marine. Les paramètres que vous voulez sortir, vous pouvez activer le tidal forcing, etc. Enfin, un certain nombre de paramètres de modélisation. En gros, on va dire la configuration que ça vous aura généré. Hop, et en fait, en gros, quand vous appuyez là, ça va lancer effectivement, ça va soumettre un process bah, qui contient un émo avec cette configuration-là et qui va faire tout le pré-traitement, enfin post-traitement des forçages, lancer la simulation et post-traiter les résultats et faire les sorties. Et quand vous allez explorer dans vos données, vous allez, donc là on ne le voit pas encore, mais le temps que ça se mette en place, ça va arriver. Mais en gros, vous allez pouvoir arriver effectivement à un répertoire comme ça avec des fichiers log, des configurations et aussi les résultats des simulations. Donc avec typiquement bah, les données de sortie avec T, U et V. Et que après, je vais pouvoir effectivement repartager, réutiliser, donc réouvrir par exemple dans un notebook. Là, je prends juste un notebook très classique où je vais accéder aux données, je vais récupérer le classique, on va dire, importer le classique, récupérer le fichier de données qui a été généré dans mon espace, l'ouvrir avec Xarray et faire un plot très classique et voir effectivement une carte de température potentielle sur le premier bas de temps de la simulation. Et bah voilà. Donc, par exemple, si je fais le lien avec ce que j'ai présenté précédemment là sur, on va dire, OpenDrift, l'étape d'après serait de prendre ces sorties-là et justement de lancer une simulation dans la foulée OpenDrift pour faire effectivement une expérimentation un peu end-to-end de ce qu'on peut avoir. Et je redis je vais aussi représenter juste un petit cas d'usage là d'un collègue qui a utilisé un outil de tracking, enfin qui a déployé un outil de tracking, là, le PyEdit Tracker, de tracker de tourbillon sur Edito. Donc un process, là, cette fois, qui prend en entrée un certain nombre de données prédéfinies, de paramètres. Donc les données d'observation altimétrie L4, mais aussi les données les données de GLO12, là, du système de prévision temps réel de Mercator conduit dans Copernicus Marine. Et aussi la maquette au 36e de degré, dans le passé, mais qui est potentiellement attaquable, et qui va sortir, on va dire, des paramètres classiques d'analyse de détection de tourbillons. Et donc voilà, juste un exemple. Donc pareil, si vous voulez reproduire cet exemple sur Edito, vous cliquez là. Mais en gros, si je reviens là, donc ça va vous lancer ça, effectivement, donc la même interface, des paramètres de base et aussi les inputs de votre analyse. Donc là, je me suis focalisé sur février cette année, une zone, on va dire, Grand Nord autour Groenland, Islande, Norvège, sud de l'océan Arctique. On va attaquer des données de modèles issus du système global, la donnée à l'ISO. Je vais faire des statistiques dans des boîtes de 1 degré. Et si je lance ça, bah, vous allez voir un process qui va démarrer et qui, si tout va bien, au bout d'un moment donné, générera un certain nombre de données directement dans l'interface web. Alors, il y a un peu de latence, donc je vais aller directement au résultat de ce que ça peut sortir. Donc, je reviens dans mon espace, mon explorateur de fichiers.
Et voilà, j'ai des sorties, mettons là du coup, sur le système global là, qui ont été faites. Et je peux voir par exemple un certain nombre de plots sur le Glow Heatmap, donc la carte de détection de tourbillons sur le système Glow 12 là, en décembre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, donc là, je l'ai déjà extrait, donc je me remets donc, dans le Viewer MyOcean, qui offre un certain nombre de possibilités. Et notamment, là, je vais afficher donc, sur le mois de février. Voilà. Hop là, on va se mettre sur le mois de février. Et donc, je vais afficher effectivement toute la zone dans laquelle j'ai travaillé. J'ai lancé mon process. Et typiquement, j'ai pu récupérer, on va dire, traiter un certain nombre de sorties et donc là, je souhaite effectivement visualiser les résultats de ma détection de tourbillons dans ce viewer. Et mettons, je vais prendre juste les cyclones. Donc, on va voir là toutes les trajectoires des cyclones qu'il aura sortis sur toute la zone. Et par exemple, on peut aller voir ce qui se passe là. Effectivement, on peut voir effectivement un petit cyclone ici, là, au-dessus d'un gros anticyclone qui va démarrer, on va dire ici, qui va avancer progressivement, qui va se décaler vers l'ouest progressivement. Euh, et voilà, donc on voit sa signature jusqu'à ce qu'on perde vraiment sa trace plutôt en fin de période. Donc voilà pour cet exemple. Et peut-être juste pour terminer rapidement, un petit mot sur Ocean Bench, qui est donc un framework de comparaison de performance de systèmes de prévision, notamment pour les systèmes de prévision data-driven, donc basés sur du machine learning, deep learning. Mais pas que, on est en train d'étendre aussi à d'autres systèmes. Donc voilà, c'est pareil, c'est un service qui a été déployé sur Edito avec un site web associé que si vous cliquez là, vous pouvez y aller directement. Et en fait, l'idée est que ce service permet effectivement un certain nombre de modèles de se comparer en termes de performance sur le forecast par rapport à une référence qui est, dans ce cadre-là, qui est effectivement la réanalyse Gloris 12, pour voir effectivement par rapport à la réanalyse comment les systèmes de prévision performent. Donc avec le système de prévision temps réel Gloris 12, donc celui qu'on opère ici, et différents modèles basés sur l'IA, donc GLONET, Wenhai et Xie, et donc on va dire sur certains paramètres, certaines profondeurs. Voilà. Et donc, c'est un cadre qui s'ouvre aujourd'hui. Donc, si vous allez visiter le repo GitHub, vous trouverez tout ce qu'il faut comme information pour pouvoir proposer votre propre modèle, pour pouvoir l'inclure dans ce benchmark et comparer vos performances par rapport à les performances de votre modèle par rapport à ce qui est proposé dans la communauté. Donc, petite info voilà, c'est quelque chose qui est vivant, qui continue de bouger. Donc, pour l'instant, la période de référence est sur 2024, mais prévu d'étendre la validation de 2023 à 2025. Rajouter de nouveaux modèles basés sur la physique, hein, les ensembles, le 36e, Phazon 2, mais aussi d'autres modèles basés sur du machine learning, que ce soit en global ou en régional. Ajouter effectivement les trajectoires probabilistes, régionales, saisonnières éventuellement, d'autres paramètres type glace, biogéochimie, d'autres métriques aussi, donc voilà, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment du travail en cours et ce qui nous occupe pas mal aujourd'hui à Mercator. Et vraiment pour terminer, juste un petit mot toujours fait par un collègue de Deltares qui résume un petit peu l'intérêt d'utiliser une telle plateforme, c'est que voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a, on va dire actuellement, qu'est-ce qu'on avait avant et qu'est-ce que cette plateforme offre. Donc, on va dire pour tout ce qui est outils de modélisation numérique, en fait, le niveau
le niveau d'accessibilité est assez haut. On a besoin de compétences techniques assez élevées pour faire des simulations. On a besoin d'outils qui sont vraiment, on va dire, faits pour des experts. On peut avoir des ressources de calcul qui sont limitées dues aussi à la taille des infrastructures auxquelles on a accès. Des fois, on n'a juste pas de sous pour payer un laptop, pour payer de la ressource ou un accès à droite à gauche. Et ça peut être effectivement des choses qui peuvent prendre du temps. L'avantage avec ce genre de plateforme, c'est que on va dire, ça réduit la marche à, à ces outils. On peut le partager avec n'importe qui, n'importe où. C'est gratuit. Aussi, ça bénéficie du soutien effectivement des infrastructures européennes, notamment des infrastructures des supercalculateurs. Ça permet d'accélérer en termes d'automatisation dans toutes les étapes de calcul et de fournir des applications à la demande. Voilà. Bon, j'ai fait un grand tour déjà. J'espère enfin, on va essayer de garder 2-3 minutes, enfin quelques minutes pour prendre quelques questions, mais j'espère que cette présentation vous aura déjà un peu offert un petit aperçu de tout ce qui est possible avec la plateforme. Donc voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Renaud, et merci Gaël et Mathis pour cette présentation. Je vais passer à quelques questions ici. Moi j'en aurais une en fait au niveau des Ouais. ressources. Du coup, effectivement, je n'imaginais pas ce côté ressources, mais on peut aller jusqu'où en ressources? Parce que j'ai l'impression qu'en mémoire, on est assez vite limité, par exemple. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme ressources de calcul derrière Edito? Bah, Mathis, je ne sais pas si Mathis, tu peux donner un ordre de grandeur des ressources de base et on va dire de ce qu'on peut demander en termes de projet dans le site Ouais, pratique, quoi. ouais. Alors en effet, on donne un nombre basique par utilisateur par défaut, qui est, si je le retrouve, oui, alors 8 CPU, 32 Go de RAM, 50 Go de disque et éventuellement un GPU. Après, suivant voilà, les demandes, les projets, on peut augmenter ces quotas. Généralement, on essaie de le faire dans des projets de groupe pour pas que ce soit attribué seulement à une personne, mais que ce soit attribué dans le cadre d'un projet et qu'il puisse avoir une pérennité pour l'utilisation de ces ressources si la personne venait à quitter le projet. Et ensuite, alors pour l'instant, on est limité par les nœuds qu'on utilise, qui ont, il me semble, 64 gigas de RAM, 32 vcœurs et un peu plus de peut-être 256 Tera de disque. Donc c'est le maximum qu'on pourrait attribuer à un service ou un process à l'heure actuelle parce on n'a pas encore déployé des mécanismes pour faire du multinode. Mais à terme, il n'y aura pas de limite théorique en fait. Ok, et Et du coup, au niveau de l'espace de stockage, tu parlais de 50 gigas, donc si on fait un projet, on peut avoir plus. Oui, alors vraiment là c'est dans le cadre de projets personnels, mais là il y a des projets, on a attribué plusieurs terras de stockage, c'est pas un problème ça pour. D'accord, parce qu'en fait, la finalité de ma question, c'est qu'on pourrait imaginer par exemple uploader nos simulations Croco pour jouer après avec Openberg ou PID Tracker ouais, ouais, tout ou à du fait. coup d'y partager notre tracker local par exemple et Ouais, pouvoir travailler chez vous, quoi. tout à fait. Dans l'immédiat, on va dire sur des simulations, on va dire à d'emprise relativement petites, je pense qu'il y a moyen d'avoir quand même accès à déjà des bonnes simulations. On n'est pas sur l'étendue des systèmes globaux, hein. Donc, ça permet déjà de faire pas mal de choses et brancher, comme tu disais, voilà, tous les outils qui sont déjà disponibles en ligne et même déployer vos propres outils pour vous les partager entre vous dans un cadre un peu plus collaboratif, quoi. Et pas partager un pass vers un espace de stockage et se gérer du transfert de données, hein. Vraiment l'intérêt de ce genre de plateforme. Des questions? Bah ouais, sur Ocean Bench, là, je me demandais si c'était possible d'avoir un petit peu de détails sur les métriques typiquement qui sont utilisées là pour comparer les systèmes de prévision et voir Alors, ouais, deux, trois détails en plus sur la dernière slide ce que tu as montré.
Alors, du coup, dans la slide, au final, il n'y a pas forcément grand-chose, mais si tu veux, déjà, on peut déjà voir ce qui est effectivement ce qui est proposé, ce qui est en ligne. Là, concrètement, le tableau, donc, si tu vois, c'est vraiment variable. On voit effectivement SSH, courant zonal, donc sur différentes profondeurs, méridionales, salinité, température. Ça, c'est vraiment ce qui est actuellement présent et ce qui va évoluer avec, à terme. Et en fait, donc une ligne par modèle, on va dire. Donc en bleu, GLO12, le modèle physique, et en vert, les émulateurs. Et après, de gauche à droite, tu as le lead time en fait des prévisions. Ah mince, attends, je partage pas, apparemment. Partage pas. Euh, voilà, J'avais je repartage. Et voilà, je repartage, voilà, ça sera mieux effectivement. Donc, on voit donc là, on a SSH, courant zonal sur différentes profondeurs, méridional sur différentes profondeurs, salinité, pareil, température. Et donc, les modèles, chacun des modèles, donc en bleu la physique et en vert les émulateurs, on va dire machine learning. Et de gauche à droite, on a donc le lead time du forecast, donc prévision à 1 jour, prévision à 3 jours, prévision à 5 jours, 7 jours et 10 jours. Et on va dire que ça, c'est la métrique, c'est par rapport, la performance, c'est la RMSE, la différence par rapport à, à ce qu'offre, par rapport à la performance. Donc, je crois que c'est des classes 4 derrière, des métriques de classe 4. Euh, donc, celle des modèles en question par rapport à la performance de Gloris 12. Donc, je la réanalyse et donc sur les différents lead time de la prévision. Et donc, voilà, l'idée, c'est de continuer un petit peu à rajouter des nouveaux diagnostics, etc. Donc, je peux fournir des slides. Alors, je ne suis pas l'expert du sujet, mais je peux fournir des slides un petit peu plus détaillés sur tout ce qu'il y a vraiment derrière tous les diagnostics. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire vraiment des diagnostics comme on les fait dans Copernicus Marine. C'est vraiment des diagnostics, des métriques métiers océano, quoi. Et voilà, classe 4, colocalisation avec les hubs in situ et satellites. Merci Gilles pour pour la petite clarification. Donc vraiment ce qu'on fait au quotidien pour l'évaluation des performances de nos systèmes en production au pair ou en aura-analyse et de faire des métriques équivalentes pour chacun des challengers, donc des modèles data-driven. Donc je pourrais donner plus Ok. d'informations. Bah, l'autre question que j'avais relative à ça, c'est je sais que vous avez développé des toolbox pour faire de la validation et je me demandais si ça, du coup, ce OpenBench là utilisait ces outils de validation, la validation toolbox là de Edito ou pas? Alors, Ou si c'est donc dissocié? pour l'instant, c'est dissocié. Pour l'instant, c'est dissocié, mais on va dire qu'on a plusieurs outils de validation dans différents cas. Ocean Bench, c'est une thématique qui est apparue relativement récemment, donc on va dire qu'il y a eu des problématiques initiales un peu différentes, mais on va dire que la tendance est d'essayer de converger vers tout ça. Et donc, actuellement, de Ocean Bench, en fait, les diagnostics qui sont faits là, c'est on réutilise, on va dire, les mêmes fonctions Python. Donc, ils ne sont pas celles de la Validation Toolbox qui est actuellement disponible dans Edito, qui a été développé avec Model Lab, mais quelque chose avec des méthodologies qui sont équivalentes, hein, qui sont quand même très proches. Donc, on va dire, avec la toolbox de validation, on peut recréer un certain nombre de ces scores. Mais en l'état, voilà, en interne, on réutilise des outils qu'on utilise aussi pour notre qualification de nos systèmes au pair et nos réanalyses, donc qui sont vraiment strictement les mêmes codes derrière. Ok, Donc, voilà. super. Merci beaucoup pour les réponses et la présentation. Je donnerai plus de détails, il n'y a pas de souci, je partagerai un peu plus de contenu sur Ocean Bench. Ouais. Super, merci. J'ai mis le lien du site, c'est oceanbench.edito.eu dans lesquels vous trouverez normalement toutes les informations. Il y a le lien vers le repo, les papiers qui ont été publiés avec Ouais. le projet. Ouais, tout à fait. Et de toute façon, les liens sont aussi dans la présentation, donc vous les retrouvez assez facilement. Ok. Ok, je sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions en ligne. Moi, j'ai plus. Bon, merci beaucoup pour la démo, là, parce que ça permet de voir un peu plus Plaisir. concret sur ce qui peut être fait. C'est beaucoup de partage pour faire tourner des codes avec des librairies, très type Python. Et en termes de gouvernance, est-ce que vous avez déjà été approché par
par l'INRIA, CEREMA, IGN, qui eux lancent le projet Jumeaux numériques France Territoire. C'est pas sur l'océan, c'est pas sur, c'est pas les mêmes objectifs exactement, parce que là, on c'est vraiment faire tourner du modèle ici dans Edito, ou alors tourner des process en sortie de modèle. Jumeaux numériques France Territoire, c'est plus avoir un socle pour les collectivités. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais est-ce que vous avez déjà Ouais, été tout un à peu fait. approché du coup Alors oui, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, déjà, en fait, Mercator, on travaille donc essentiellement dans le cadre européen, international. Donc, on va dire que la filière française est une filière parmi les autres, mais bon, on est quand même, on est quand même très implanté au niveau national, forcément. Et concrètement, avec l'INRIA, on a des échanges un petit peu réguliers et justement, on est en train d'essayer de mettre en place un cadre de collaboration avec eux. On a des discussions régulières avec eux. Pour l'instant, c'est, on va dire, encore à l'état d'ébauche. Mais après, on a dans différents projets avec lesquels des projets européens dans lesquels, avec on bosse, on travaille avec d'autres partenaires français qui ont justement aussi eux-mêmes ces liens avec d'autres organismes. Et après, de façon... donc ça, c'est vraiment, on va dire, au niveau partenariat, et qui travaille et qui est actif dans ce cadre-là. Et après, de façon gouvernance, on va dire que pour l'instant, on est pas dans la V0, mais des premières versions, on va dire, du système. Et l'objectif, c'est aussi de rapprocher ce qui est fait dans Edito en termes de gouvernance par rapport à ce qu'on fait déjà dans Copernicus Marine, à savoir essayer d'arriver à mettre effectivement des tampons de certification, de qualité, d'assurance qualité sur des applications, des flux de données avec des process bien définis et donc qui répondent notamment, voilà, on va dire, aux problématiques et aux intérêts justement, qui peuvent servir des acteurs locaux, des collectivités, des acteurs locaux. Dans Edito Model Lab, on a eu pas mal de liens avec, on va dire, les gens qui font du search and rescue sur des zones, des collectivités côtières. Là, on va rencontrer les CI Services nationaux à Copenhague dans le cadre d'Axiberg aussi. On va leur présenter ça, on va essayer de collecter leurs besoins. Et on travaille vraiment activement à essayer de fournir un cadre qui puisse justement, qui permette aux collectivités de pouvoir prendre un service sur étagère et de pouvoir l'utiliser, l'exploiter pour leurs propres besoins. Donc voilà, c'est work in progress, mais voilà, c'est tout l'objectif d'opérationnalisation d'Edito. C'est que quand on n'est pas du domaine, qu'on n'est pas, on va dire, chercheur R&D sur les modèles et tout ça, aller trouver le bon service ou le bon process, peut-être qu'ils ont envie de faire, c'est vrai que c'est pas tout de suite intuitif ou trivial. Donc ça, Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'effectivement, dans tous les projets qu'on a fait, on a vraiment cherché à se rapprocher vraiment des acteurs locaux. Et du coup, Gilles, peut-être tu peux en parler un peu. Ouais, voilà, je peux en commenter là-dessus parce qu'on est en contact avec les services nationaux de glace et des prévisions qui sont norvégiens, finlandais ou danois sur plusieurs projets européens là maintenant depuis 7-8 ans. Et c'est vrai que c'est une forte demande de leur part de pouvoir accéder à des prévisions d'iceberg depuis longtemps, par exemple. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un bateau qui se balade dans les mers du Labrador qui par le SAR arrive à avoir, par exemple, une détection d'iceberg qui est répertoriée dans le catalogue aussi Copernicus. Ils envoient ces coordonnées au service de glace danois et qui ensuite, le service de glace danois est considéré comme un expert et il va utiliser Edito pour faire des prévisions de trajectoire en fonction de ce qui est observé, quoi. Voilà. Et donc il rentre les caractéristiques et propriétés de l'iceberg et puis ils envoient. Donc ça c'est l'idée. Pour l'instant, ça marche, ça peut marcher en fait actuellement avec le catalogue CMEMS puisqu'on a des icebergs, on a des données par individuelles d'iceberg actuellement qui est fait par le Danemark. Donc c'est effectivement, il y a une couche intermédiaire par le service des glaces qui permet de faire ce lien entre nous, corps service on va dire, et puis le
l'utilisateur final, quoi. Et c'est parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord. C'est sûr. Ça demande du temps, Et disons. tous ces développements de édito web, plus tout on appelle ça le back-end, enfin, Oui. tout le développement derrière, c'est Mercator qui a fait un peu tout ça. Ou non, vous avez quand même sous-traité des choses. Alors, oui, on a sous-traité un certain nombre de choses, mais disons que depuis le début de la plateforme, la plateforme, elle a quand même été développée essentiellement en interne. On va dire que les premières versions de la plateforme ont été développées en interne. Maintenant, on monte à l'échelle, donc du coup, on est obligé un peu aussi de sous-traiter certaines activités. Mais on essaie de garder, comme pour l'activité modélisation numérique à Mercator, de garder vraiment un ancrage fort sur la définition et les développements, et pas complètement effectivement déléguer l'ensemble. Mais voilà. Donc on va dire tous nos experts qui sont en interne, mais potentiellement sur les viewers, sur d'autres applications, on va bosser en sous-traitance ou en partenariat sur d'autres projets avec d'autres partenaires. Ok, merci. C'est pas d'autres questions, on va vous libérer pour essayer de tenir dans le créneau. Merci. En tout cas, c'est vraiment Ouais. hyper intéressant. Je suis impatient qu'on ait un surf croco. N'hésitez pas à en parler, à échanger, vraiment. Je pense que tout le monde aussi ici à Mercator on est en recherche active, effectivement, on va dire, de cas d'utilisation et vraiment essayer d'arriver à amener la plateforme vers enfin, vraiment les utilisateurs finaux, essayer de vraiment correspondre au mieux aux besoins. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, échanger, poser des questions. Il y a le support, il y a nos liens, on va vous envoyer déjà tout ça. Et voilà, n'hésitez pas, vraiment pas à revenir vers nous pour continuer les discussions. Il n'y a aucun souci, bien au contraire. Ok, super, merci. Merci à vous en tout cas.